Et bienvenue dans 64 minutes, votre grand rendez-vous d'information. Au programme ce soir, il y a un an, jour pour jour, cette image faisait le tour du monde. L'attaque du Capitole aux États-Unis. Joe Biden vient de s'exprimer et il s'est de nouveau attaqué à Donald Trump. On en parle dans un instant. Peut-on créer son propre pays? C'est en tout cas ce qu'a réussi à faire une bande de doux rêveurs avides de liberté, vous le verrez. Ils ont fondé le Liberland en Europe de l'Est, un projet farfelu et utopiste dont on parlera dans notre grand angle. Il est l'un des plus grands écrivains africains contemporains. Patrick Simonin reçoit ce soir l'auteur guinéen Tierno Monenembo à l'occasion de la sortie de son nouveau roman. 64 minutes, c'est parti. Et à la une de l'actualité de ce jeudi 6 janvier, situation toujours chaotique au Kazakhstan. La mobilisation se poursuit contre la vie chère et la répression également. Violentes émeutes entre manifestants et forces de l'ordre. On compte des dizaines de morts et plus de 700 blessés. Ce nouvel épisode dans le feuilleton Novak Djokovic en Australie. Le joueur de tennis a obtenu un recours et ne sera pas expulsé pour le moment, mais il est toujours en rétention. Novak Djokovic qui a reçu le soutien du gouvernement serbe, vous le verrez. Et puis l'Académie française vend debout contre la nouvelle carte d'identité tricolore. La raison, trop de mots d'anglais dans cette version désormais bilingue. Pour commencer, regardez ces images du Capitole à Washington. Atmosphère extrêmement calme un an, jour pour jour, après les violentes émeutes où des milliers de partisans de Donald Trump avaient tenté d'empêcher la certification de l'élection de Joe Biden. On va en parler dans un instant avec notre correspondante Elisabeth Guedel et avec Nicole Bacharan, politologue et spécialiste des États-Unis. Mais avant cela, écoutez Joe Biden qui s'est exprimé ce jeudi. Pour la première fois dans l'histoire, un président n'a pas seulement perdu une élection, il a tenté d'empêcher un transfert pacifique du pouvoir, alors qu'une foule violente envahissait le Capitole. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Et en ce jour de commémoration, nous devons nous assurer qu'une telle attaque ne se reproduira jamais. Jamais. Alors, Elisabeth Guedel, on vient de l'entendre, Joe Biden a été très offensif contre Donald Trump, mais sans jamais le nommer. Et Donald Trump, lui, a contre-attaqué dans la foulée à travers un communiqué. Oui, c'est certainement le discours le plus passionné, en tout cas le plus véhément de Joe Biden depuis son arrivée à la Maison-Blanche il y a presque un an. Pendant 25 minutes, il a accusé son prédécesseur de mentir. Effectivement, il ne l'a jamais nommé. Il a préféré le désigner par ancien président. C'est fait exprès, évidemment, puisqu'il accuse Donald Trump d'avoir créé et répandu, je cite, un tissu de mensonges en parlant de fraude électorale. Et Joe Biden s'est évertué donc pendant ces 25 minutes à répéter encore et encore qu'il n'y a pas eu de fraude électorale, qu'il y a zéro preuve, c'est ce qu'il a dit. Et donc c'est vraiment un discours où Joe Biden a senti qu'il fallait répondre encore à ce mensonge, dit-il, qui dure depuis un an. Alors Donald Trump lui a répondu, lui en parlant de théâtre politique pour qualifier ce discours destiné à faire oublier les échecs du président démocrate. Et il a à nouveau accusé Joe Biden de vouloir diviser l'Amérique. C'est vraiment inhabituel, voire rarissime, que l'actuel président américain en exercice accuse son prédécesseur, l'accuse d'être un menteur en gros, et que l'ancien président américain sorte de son silence pour s'en prendre à l'actuel président. Et justement, je vous propose qu'on regarde ce sujet de Florent Krepseg. Retour sur ce 6 janvier 2021 qui a marqué l'histoire récente des États-Unis. Une journée comme une autre à Washington, sauf aux abords de ce bâtiment où les mesures de sécurité se resserrent en cette date anniversaire. Il y a un an, l'inimaginable se produisait dans la capitale fédérale. Nous ne céderons jamais. On ne cède pas quand il y a un vol. Nous allons descendre au Capitole. Chauffé à blanc par un président ne reconnaissant pas sa défaite dans les urnes, des centaines de manifestants sont entrés dans le bâtiment. Des élus menacés, cachés ou en fuite,
6 heures de violence, de chaos, un défi inouï pour la démocratie américaine. Jim, de l'État du New Hampshire, Samson, du Maryland, et Glenn, habitant du Massachusetts, tous trois étaient dans les rangs de ces manifestants pro-Trump. Dans les mains de Glenn, une photo de lui prenant l'assaut du Capitole, une présence totalement assumée aujourd'hui encore. C'était vraiment passionnant et donc absolument je recommencerai. Je ferai même beaucoup plus aujourd'hui. Je me souviens du sentiment d'euphorie ce jour-là, voir tout autour de nous ces gens qui enfin se sentaient concernés. Pendant longtemps, dans ce pays, on a laissé les autres tout gérer. Et finalement, on voit que les gens commencent à réagir. Sur le moment, vous ne réalisez pas que vous vivez un moment historique. Ce n'est qu'après y avoir réfléchi que l'on se dit que ça va être dans les livres d'histoire. J'en faisais partie, j'étais là. C'est quelque chose que je raconterai à mes petits-enfants. Un événement qui restera effectivement ancré dans la mémoire collective et une crise existentielle qui demeure. Les 2/3 des électeurs républicains pensent encore que les démocrates et Joe Biden ont volé cette présidentielle. Et ce n'est pas tout. Plus de la moitié des républicains pensent que la force peut être nécessaire pour protéger un mode de vie américain en voie de disparition. Nous assistons clairement à une augmentation du risque de violence civile aux États-Unis, une menace sans précédent dans l'ère moderne. Une menace qui pèsera sans aucun doute sur les prochains rendez-vous électoraux, à commencer par l'élection de mi-mandat, le renouvellement, ici même au Capitole, de l'ensemble de la Chambre des représentants et 1/3 du Sénat. Ce sera en novembre prochain. Nicole Bacharan, il y a eu près de 700 arrestations suite à cet événement, mais beaucoup, on vient de le voir dans ce sujet, ne regrettent pas leur action et estiment toujours donc que l'élection de Joe Biden a été volée. Oui, même d'ailleurs parmi ceux qui ont été condamnés, qui s'expriment moins parce qu'ils sont en prison, les quelques fois où ils ont pu être interviewés, ils disent qu'ils étaient là pour défendre la Constitution et même qu'ils sont très étonnés de ne pas avoir bénéficié d'une grâce présidentielle. Ce qui nous montre que cette crise dramatique du 6 janvier 2021, elle n'est pas terminée. Et même si aujourd'hui est une journée calme sur le plan de la conduite des Américains, la crise est plus profonde encore qu'il y a un an, puisque vous avez des divisions absolument infranchissables entre ceux qui savent, parce que toutes les preuves ont été données, que Joe Biden est le président légitime des États-Unis, et ceux qui, pour des raisons de plus en plus difficiles à comprendre, adhèrent à la thèse de Donald Trump. Cette élection a été truquée et le véritable président, ce serait lui, Donald Trump. Et j'ajoute à cela que quand il en parle, il en a parlé et il va en reparler, Donald Trump ajoute toujours que le 6 janvier, c'était une manifestation pacifique contre une élection volée. Donc ces images que nous voyons ensemble, ces photos ne sont pas des faits reconnus par les partisans les plus décidés de Donald Trump. Nicole Bacharan, le pays est toujours donc, si je comprends bien, divisé en deux. Il y a deux Amériques irréconciliables pour le moment. Je pense qu'on peut dire qu'il y a 1/3 de l'Amérique irréconciliable avec l'autre. Et ce serait peut-être les Américains raisonnables contre les Américains qui refusent les faits, la réalité, fût-elle visuelle, fût-elle confirmée de mille manières et qui vivent dans un monde de parallèles. Mais il y a une majorité d'Américains qui reconnaissent que Joe Biden est le président légitime des États-Unis, 30% des électeurs, et qui sont essentiellement des électeurs de Donald Trump, qui disent que non, et parmi ceux-là, beaucoup pensent qu'ils étaient légitimes le 6 janvier de prendre d'assaut le Capitole, et même beaucoup pensent qu'il serait légitime d'employer les armes pour obtenir le résultat électoral qui leur semble le vrai résultat électoral. On retourne voir Elisabeth Guedel aux États-Unis. Elisabeth Guedel, pour conclure, est-ce qu'on sait ce que va faire Donald Trump désormais? Est-ce qu'il a les moyens d'aller jusqu'à la prochaine présidentielle?
Il aimerait bien, en tout cas, il laisse toujours, il entretient le suspense, hein, ça c'est vraiment propre à Donald Trump. En tout cas, il a déjà donné rendez-vous à ses partisans. Le 15 janvier, il va donner un meeting en Arizona. Normalement, c'est maintenu, mais c'est sûr qu'il veut peser dans les midterms, vous savez, les élections législatives de novembre, et puis évidemment la présidentielle de 2024. Et on suivra tout ça avec vous, Elisabeth Gadel, notre correspondante aux États-Unis. Merci à vous et merci à vous également, Nicole Bacharan, d'avoir été dans 64 minutes. Merci à toutes les deux. Dans le reste de l'actualité, situation toujours très chaotique au Kazakhstan. Les violentes manifestations contre la hausse des prix du gaz se poursuivent. Il y aurait des dizaines de morts et de très nombreux blessés. Le président kazakh a décrété l'état d'urgence et il a aussi appelé la Russie à l'aide, ainsi que ses alliés. Les troupes de Moscou sont d'ailleurs déjà sur place. On fait le point avec Mévalo. Almaty au petit matin, les troupes avancent. Le pouvoir veut reprendre la main par la force dans la plus grande ville du Kazakhstan, où le mouvement de colère provoqué par une augmentation des prix du gaz a viré à l'émeute et au chaos. Malgré la répression, certains n'hésitent pas à dire encore tout haut ce qu'ils pensent. Je n'ai pas peur, j'ai déjà vécu ma fichue de vie. C'est pour mes enfants maintenant. Nos meilleurs cerveaux sont tous partis vivre à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de vie. Il dit au monde entier que la seule chose qui fleurit dans notre Kazakhstan, c'est la corruption. Mercredi, en dépit du limogeage du gouvernement et de l'annonce d'une baisse du prix du litre de gaz pour calmer les esprits, les manifestants ont pris d'assaut des sièges des forces de l'ordre et incendié plusieurs bâtiments administratifs, dont la mairie. Acculé, le pouvoir a décrété dans la soirée l'état d'urgence sur tout le territoire national et un couvre-feu. Ces groupes terroristes sont des gangs internationaux. Ils ont reçu un entraînement approfondi à l'étranger et leur attaque contre le Kazakhstan doit être considérée comme un acte d'agression. Et le président kazakh d'appeler à l'aide Moscou. Après le Bélarus, le Kremlin vient au secours d'une autre de ses anciennes républiques, envoie des blindés et des hommes. La Russie et ses alliés resteront officiellement jusqu'à ce que la situation se stabilise. Depuis le début de la contestation, inédite en 30 ans, des dizaines de manifestants ont été tués par la police, selon un porte-parole des forces de l'ordre, qui déplore de leur côté près d'une vingtaine de morts. Et on vient d'apprendre que les autorités ont chassé les manifestants de la principale place d'Almaty, l'une des villes où il y a eu les principales manifestations ces derniers jours. Avec nous, Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. On le disait à l'instant, les forces russes sont donc déjà sur place. Quel va être justement le rôle de la Russie et qu'est-ce qui va se jouer dans les prochains jours? Eh bien, écoutez, c'est une sacrée alerte pour le régime autocratique kazakh, mais c'est un coup très dur pour Moscou, parce que le Kazakhstan est un allié indéfectible de la Russie pour plusieurs raisons. D'abord, il partage avec la Russie 7000 km de frontières. C'est la deuxième frontière terrestre la plus longue. Mais pas seulement. 25% de la population kazakh est ethniquement russe. Le russe a d'ailleurs langue officielle au Kazakhstan au même titre que le kazakh. Donc tout cela fait que jusqu'ici, la Russie se battait vers l'ouest de la Biélorussie jusqu'à l'Ukraine. Et là, pour la première fois, il y a le feu dans son arrière-cour, derrière son dos, d'une certaine manière. D'où la célérité de Moscou de répondre en envoyant des troupes. Et d'un point de vue géopolitique, Slimane, le Kazakhstan, est-ce que ça pourrait être la nouvelle Biélorussie, justement ? Alors, il y a beaucoup de points communs entre les deux pays, en ce sens qu'ils flanquent la Russie à l'est et à l'ouest, et ce sont des alliés indéfectibles. Ce qui peut se passer, c'est que, en envoyant des troupes, la Russie refait quelque chose qui a laissé de très mauvais souvenirs. 1956 à Budapest, 1968 à Prague. Bon, là, il s'agit de troupes d'un conseil de défense commune qui regroupe l'Arménie, le Kirghizistan, la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. Mais imaginons seulement que ces troupes russes, et vous avez vu les images, ce sont des forces spéciales, donc ce sont des unités de combat, pas des unités de paix.
Imaginez... C'est vraiment du combat. Ah ben, on les voit très bien, ce sont des fantassins et sacrément équipés. Imaginons que ces forces spéciales se trouvent nez à nez avec des foules kazakhs et qu'elles tirent dans le tas. Cela mettrait Moscou dans un embarras extrêmement compliqué. L'éclairage de Slimane Zeguidour. Merci Slimane. On en vient à présent à ce feuilleton qui agite la planète tennis depuis plusieurs jours avec l'imbroglio autour de Novak Djokovic en Australie. Menacé d'expulsion du pays, il est toujours en rétention. Les derniers développements de l'affaire avec Sophie Goldstein. À la veille de son départ pour l'Australie, Novak Djokovic arborait un large sourire, la confiance du champion anti-vax déclaré. Mais à l'atterrissage, brusque retour aux réalités. La dérogation médicale spéciale de la Fédération de tennis australienne ne suffit pas. Visa annulé, menacé d'expulsion, Djokovic a déposé un recours. C'est dans cet hôtel de la banlieue de Melbourne, où il a été placé en rétention, que le numéro 1 mondial du tennis doit donc attendre la décision de la justice prévue lundi, avec les encouragements de ses supporters. Je suis là pour lui apporter mon soutien, pour qu'il soit libre de jouer. Djokovic est comme un fils pour moi. Mais la liberté a des limites en Australie aussi, où 90% de la population de plus de 16 ans est vaccinée contre la Covid. C'est vraiment un bon joueur. Mais je ne sais pas si une majorité de gens seraient contents de voir débarquer quelqu'un qui met potentiellement les autres en danger. Les autorités insistent. Tout le monde est logé à la même enseigne. Sur la question de M. Djokovic, les règles sont les règles et il n'y a pas de cas particulier. Parmi les compétiteurs, Rafael Nadal, déjà sur place, acquiesce. D'une certaine façon, j'ai de la peine pour lui. Mais en même temps, il connaissait les conditions depuis des mois. L'Espagnol a été contaminé par le coronavirus le mois dernier, malgré 2 doses de vaccin. L'Open d'Australie commence le 17 janvier. Djokovic espérait décrocher une 10e victoire. Sa participation est désormais fortement compromise. Depuis la Serbie, où la polémique bat son plein, le président l'assure que tout sera fait pour mettre fin au mauvais traitement. En France, après 3 jours de débat houleux, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur le pass vaccinal. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat la semaine prochaine. Ils se disent prêts à saisir la justice. Les membres de l'Académie française s'opposent à la nouvelle version de la carte d'identité tricolore. Une nouvelle version bilingue, français-anglais, pas vraiment à leur goût. On voit cela avec Louisa Abrit. Tout a l'air paisible. Rien ne semble pouvoir perturber l'illustre institution, garante de la langue de Molière. Pourtant, à l'intérieur, elle bouillonne. Pour la première fois en 400 ans d'existence, l'Académie française s'apprête à saisir la justice. En cause, la nouvelle carte d'identité française. Un règlement européen exige que le titre du document soit traduit en une autre langue. Nom, surname, prénom, given names. La France a traduit l'intégralité des sous-titres en anglais. Un choix inacceptable, selon l'Académie française. En traduisant le tout, alors là, on dégrade la langue française au statut de langue accessoire, ou de demi-langue. Voilà, ce n'est pas normal. Le rayonnement de la France repose sur la culture, et donc sur la langue. Par conséquent, nous nous devons, à nous et à tous les francophones, de veiller à cela. Bon, c'est ce que nous avons fait. Si pour certains Français, cela ne semble pas être un problème, les avis restent partagés. Sur une carte d'identité française, des mots anglais, puisqu'on a traduit en anglais, je vois pas l'intérêt. Ça ouvre des portes à l'international et c'est beaucoup plus pratique, je pense. Tout est traduit en anglais maintenant, de toute manière. Il faut s'y faire. De toute façon, il y a toujours le mot français à côté, donc je vois pas le problème. Pour l'heure, les académiciens ont écrit au Premier ministre en lui demandant d'abroger la décision créant la nouvelle carte. Mais sans réponse de sa part, ils s'apprêtent à saisir le Conseil d'État.
Cette image à présent à Monemvasia en Grèce. Regardez cette tradition pour célébrer l'épiphanie orthodoxe, tradition où les habitants se jettent à l'eau pour récupérer une croix en bois jetée depuis un bateau. La Grèce où les célébrations autour de l'épiphanie se poursuivent ensuite en pleine ville. Et l'épiphanie, justement, on en parle dans notre chronique, à vrai dire, avec vous, Patrice Ferrus. Bonsoir, Patrice. Bonsoir, Nicolas. Alors, c'est aujourd'hui l'épiphanie un peu partout dans le monde, jour de la galette des rois, et on parle aujourd'hui du sucre avec vous, Patrice. Oui, l'épiphanie qui referme finalement ce chapitre très sucré de la période des fêtes, la bûche de Noël, les chocolats, les sucreries en général. Et bien sûr, Facebook, de nombreux groupes proposent des conseils pour se sevrer du sucre, pour s'en passer. Alors précisons que l'on ne parle pas du sucre naturel que l'on trouve dans les fruits ou les féculents, mais du sucre ajouté, celui que l'on trouve dans les produits transformés de l'agroalimentaire. Et nous avons posé la question à une journaliste du magazine Elle qui a mené cette expérience il y a quelques années. 1 an sans sucre, ça a changé sa vie. Écoutez. Plus de gâteaux, plus de yaourts, plus de glace, plus de bonbons, plus de nourriture industrielle non plus parce qu'on en trouve partout. J'ai continué à manger des fruits, j'ai continué à manger des pâtes, des pommes de terre, du riz, ce genre de choses. La première chose que j'ai constatée, c'était une disparition des rides. Ensuite, perte de poids, alors même que je ne faisais pas du tout régime. Plus jamais de coups de fatigue. Terminé. En tout cas, ça nous confirme, Patrice, que sans sucre ajouté, on a une meilleure santé. Pourtant, l'être humain a plutôt une vraie connexion avec le sucre. Oui, on peut même parler d'une appétence naturelle pour le sucre qui commence, vous allez l'entendre, très très tôt. Écoutez. On est tous égaux vis-à-vis du sucre parce que le liquide amniotique donc dans lequel on baigne quand on est fœtus a un goût sucré. Parce que le bébé ne se nourrit qu'au glucose. Voilà, et en prolongement, le lait maternel a aussi ce goût sucré. Et puis dans nos sociétés occidentales, le sucre est associé à la notion de plaisir. Les enfants sages obtiennent une sucrerie. Les adultes, quand ils n'ont pas le moral, consomment du chocolat. Cela dit, il existe encore aujourd'hui des sociétés où le sucre, on s'en passe plutôt bien. Écoutez. Les Esquimaux, quand on regarde l'alimentation traditionnelle, c'est une alimentation qui est très très faible en sucre, très faible en glucides. Voilà. Et au final, donc, Nicolas, tout est une question de dosage. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le sucre présent dans notre organisme, qu'il soit naturel ou industriel, ne doit pas représenter quotidiennement plus de 10% de notre carburant énergétique. Plus de sucre, ça peut être l'une des bonnes résolutions de cette nouvelle année. Merci Patrice, en tout cas, pour ce à vrai dire. Et puis, pour aller plus loin, à vrai dire, la séquence en intégralité, c'est en ligne bientôt sur notre site et nos réseaux sociaux. Patrice, à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. À suivre dans un instant, le journal de l'économie avec Demet Korkmaz. Quant à nous, on se retrouve juste après pour la deuxième partie de 64 minutes. Le journal de l'écho, c'est sur TV5 Monde. Bienvenue à tous. Wall Street en recul entraîne dans son sillage toutes les bourses mondiales. Bien plus qu'Omicron, les marchés craignent la Fed. Car la thématique aujourd'hui, c'est la remontée des taux plus tôt que prévu. Seul moyen de contenir l'inflation. En novembre, les prix à la consommation étaient en hausse de 6,8% sur 1 an. Jérôme Powell pourrait aussi décider de réduire ses achats de la dette d'État. Cette accélération inattendue du tempo rend les marchés fébriles. Mais il faudra attendre la prochaine réunion, le 24 et le 25 janvier, pour avoir le fin mot de l'histoire. D'ici là, les membres disposeront de nouveaux chiffres, notamment ceux du chômage et des créations d'emplois pour fonder leur action. L'Indonésie révoque 2000 licences d'exploitation minière. Cette annonce intervient en plein bras de fer entre le gouvernement et les producteurs de charbon. Ils sont accusés de ne pas avoir rempli leurs obligations de livraison. Avec des prix mondiaux du charbon bien supérieurs au prix régulé de $70 la tonne maximum en Indonésie, les producteurs de charbon n'ont pas eu intérêt à fournir le marché intérieur. Du coup, c'est aujourd'hui 10 millions de clients indonésiens qui risquent des coupures de courant. Le Sri Lanka, au bord de la faillite, dévoile un programme pour venir en aide à la population. 1 milliard d'euros pour compenser les hausses vertigineuses des prix alimentaires. Environ 2 millions de personnes sont concernées par une série de coups de pouce qui va des hausses de salaire pour les retraités et les fonctionnaires aux aides directes
pour les plus vulnérables. Au Sri Lanka, tous les voyants sont au rouge. Les réserves de change indispensables aux importations sont dangereusement basses. Le Sri Lanka utilise ses réserves de change pour faire face à ses obligations en matière de dette et de taux d'intérêt. Par conséquent, les ressources en devises étrangères qui sont réellement disponibles pour importer des biens que les citoyens peuvent consommer sont limitées. Et maintenant, on quitte le monde réel pour plonger dans les univers parallèles du métaverse. C'est au CES de Las Vegas que les entreprises misent très fort sur cette technologie qui permet par exemple à une entreprise de migrer son activité et ses employés pour tenir des réunions, réaliser des entretiens d'embauche ou écouter l'allocution du patron. Tout cela sans se déplacer. Mais le métaverse, ce n'est pas simplement d'avoir un avatar, c'est aussi de ressentir des sensations comme l'impact d'une arme à feu par exemple. En ce moment, la technologie haptique est basée sur la vibration. Mais la vibration, ce n'est jamais qu'une seule sensation. Avec notre technologie, il n'y a aucune limite. Vous pouvez ressentir plusieurs choses. Si on ne peut rien sentir, le métavers ne sert plus qu'à avoir un avatar. La course à l'innovation dans l'univers parallèle du métaverse est lancée, mais il demeure encore trop flou. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi.